Évidemment, cette technologie-là du 5G va impacter l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la domotique dans les maisons, je vous ai parlé des smart cities, des autos indépendantes, mais l'intelligence artificielle, c'est évident que les compagnies qui travaillent là-dessus, tout risque de changer. Salut tout le monde, Bruno, Orbital Trading, j'espère que ça va bien. On est mardi soir, 22h32, heure de Montréal. On a des journées actuellement qui sont absolument fantastiques. J'ai un rythme de travail que je trouve assez agréable. Je trade le matin généralement vers midi, midi et demi. Et puis, on a un bureau ici, Orbital a un bureau physique sur l'avenue Mont-Royal. On est là depuis le début de la pandémie. Et puis, le matin, je vais trader là-bas avec soit des étudiants ou un ami. Et par la suite, bien évidemment, j'ai ma journée de libre. Donc, je peux aller au parc La Fontaine, je peux lire des livres, préparer mes trades du lendemain ou faire du vélo, faire ce qui me tente. C'est la beauté de la chose là, quand on fait notre travail. J'ai eu aussi des téléphones récemment de certains de nos étudiants qui ont réussi des très, très, très bonnes trades qui sont prolifiques sur les dernières semaines, voire les derniers mois. Et si un jour vous venez à l'école, vous allez pouvoir rencontrer ces gens-là. Vous allez voir que c'est pas un frame-up, c'est pas une invention, c'est pas des lubies. Les gens chez nous réussissent vraiment parce qu'on fait un bon travail, tout simplement. Si vous aimez le vidéo d'aujourd'hui, qui va être un condensé là, ça va être très vitaminé là, comme contenu, faites-nous le savoir. On a besoin des thumbs up, vous le savez, Facebook, pas Facebook, mais YouTube fait un recensement avec finalement les bonnes réponses que vous nous donnez. Et puis à un moment donné, on se retrouve à être promulgué là, et mis à l'avant-plan. Puis ça, c'est favorable pour nous, évidemment. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de la Fed parce que demain, c'est une annonce économique très importante qui va avoir lieu. C'est la Banque centrale qui va nous parler des taux d'intérêt, la fameuse annonce du FOMC. Donc, c'est une annonce qui revient à plusieurs reprises dans une année, 7 fois, 8 fois. Là. Et c'est très important parce que ça concerne le taux d'intérêt. Et là, on sait depuis le début de la pandémie qu'il y a eu décidément un shutdown, une contraction au niveau des marchés parce qu'il y a des entreprises qui ont roulé à vide, il y a des entreprises qui vont fermer. Et même si actuellement, ce que vous voyez, c'est que le marché semble reprendre et même faire établir des records dans certains secteurs, ou du moins avec certaines compagnies, il ne faut pas se leurrer. On est un petit peu sur un hype qui n'est pas soutenu par la réalité. Globalement, il y a certains secteurs d'activité actuellement qui tirent directement toutes les autres entreprises par en avant. On pense aux technos, certaines compagnies dans les technos. Évidemment, au niveau du pharmaceutique aussi, il y a des développements qui se font concernant le COVID, parce qu'on cherche encore des remèdes, des vaccins, parce qu'on a quand même une certaine crainte par rapport à une récidive possible de la maladie avec transmutation. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en faisait part cette semaine. On sait que l'entreprise, là, la firme, a perdu le support monétaire des Américains. Néanmoins, même si elle a fait des erreurs par le passé, même si on peut la critiquer, même si c'est loin d'être la perfection, on s'entend qu'il faut faire avec. Et quand on nous dit, quand il y a plusieurs scientifiques qui nous disent qu'il y aurait une deuxième vague qui potentiellement pourrait nous affecter, c'est peut-être que c'est vrai. Donc, nous, comme traders, on n'est pas là pour avoir une idée absolue sur l'avenir. On sait que l'avenir, c'est pas nous qui l'écrivons, mais néanmoins, il faut être prêt. Donc, la Fed demain se rencontre. Techniquement, on s'attend à pas de changement. On ne croit pas qu'il y ait des modifications dans les politiques de la Fed. Au début de la pandémie, jusqu'à présent, il y a eu des politiques massives d'appui aux entreprises qui ont été conditionnées par le gouvernement américain. On appelle ça du quantitative easing. C'est quand la Banque centrale se met à imprimer de l'argent, rachète une partie des dettes de l'entreprise pour éventuellement revendre ça sous forme de bons. Actuellement, on a imprimé de l'argent comme jamais.
Ça ne s'est jamais vu auparavant, même à l'époque du bailout en 2007. Et il y a eu aussi des programmes qui ont été structurés par le gouvernement, des loan programs, pour encore une fois venir en aide aux différentes entreprises dans les différents secteurs d'activité. Est-ce que tout ça va porter fruit? Est-ce que c'était une bonne façon de procéder? Il y a des pour, il y a des contre. Mais évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport aux différentes politiques qui ont été menées très agressivement et aux États-Unis, et en Australie, et en Allemagne, et au Canada. Quand je dis en Allemagne, c'est en Europe, évidemment, là, parce que l'Allemagne fait partie du marché européen. Donc, c'est ça. On doit prendre ça en considération, là, qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour dynamiser les marchés. Et là, on pourrait peut-être vivre un hype et on pourrait se rendre compte peut-être que la vague sur laquelle notre surf porte, ben, c'est une vague de vent. Donc, ça pourrait peut-être retomber aussi rapidement ou plus drastiquement encore que ce qu'on a vu au début du COVID. En tout cas, c'est un scénario qu'on doit prendre en considération. Quand on parle de contraction actuellement des marchés, ben on pense que, évidemment, au niveau de l'emploi, il y a eu une baisse. Aux États-Unis, au début de la pandémie, on a atteint des chiffres de 14,4%. C'est énorme. Là, actuellement, il y a une amélioration. 14,4% de chômage, on s'entend. Donc, là, au début de la pandémie, on a vécu ça. Il y a une amélioration actuellement, mais il y a quand même globalement dans le monde un ralentissement qui va s'opérer. C'est inévitable. On ne pourra pas faire ça. Si vous regardez sur le marché européen actuellement, la Banque centrale européenne évalue qu'il va y avoir une contraction au niveau du GBP. Ça, c'est le revenu global, là, nominal dans la population européenne. Pour ce qui reste des pays qui sont encore associés entre eux, ben, on parle de 8 à 12% de rétraction. C'est quand même assez... C'est des prospectives qui sont faites, là. Ça ne veut pas dire que ça va être vrai à 100%, ça pourrait être pire. Donc, vous voyez que ça nous pose des questions. Pour nous, traders, si on est capable de bien envisager la fenêtre météo de ce que les titres vont faire dans les prochaines journées, prochaines heures, on est correct. Que le marché monte ou descende, si on est dans la bonne direction, si on comprend bien ce qui se passe au niveau des volumes, des volatilités, si on ne se fait pas prendre dans des short squeezes, c'est-à-dire des marchés à un moment donné qui se mettent tellement à péricliter, à descendre rapidement, quand on veut sortir, on n'est plus capable parce qu'on ne trouve plus de contrepartie pour racheter notre position. Donc, si on est capable de bien paramétrer les choses, on devrait en profiter. OK? Et ça, c'est vrai sur le marché régulier, sur le marché du Forex et sur le marché des cryptos, parce qu'il y a des possibilités partout. Vous avez vu, on avait parlé de l'or récemment, on avait dit que globalement, l'or, oui, pouvait être porté, mais il y a beaucoup de manipulations. Et même si, logiquement parlant, on aurait pu s'attendre à ce que l'or progresse beaucoup plus que ce qu'elle a fait présentement, même voir atteindre les niveaux qu'elle avait atteints il y a plusieurs années, soit 2000 $, bon, on ne l'a pas fait du tout. On a même rétracté globalement. Et on était dans les 1600, là, du moins c'est les chiffres, 1600 $ l'once, c'est ce que j'ai vu hier. Je crois qu'aujourd'hui, on a remonté un petit peu, mais tout ce qu'on vous avait dit par rapport au mouvement potentiel de l'or, les niveaux sur lesquels on pourrait aller travailler, les différents scénarios, bon, on a vu juste pratiquement à 100%, et c'est vrai pas mal pour tous les titres qu'on a abordés jusqu'à présent. On est rendu aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à notre 9e vidéo, puis on pourrait dire qu'on a frappé quand même assez solidement la balle. Donc, c'est pour vous montrer que notre travail est étayé par des connaissances, que ce n'est pas du hasard. Comme je vous disais antérieurement, on n'a pas une boule de cristal, on n'a pas la possibilité d'éviter toutes les erreurs. Évidemment, on perd nos trades. Il y a des semaines qui sont plus dures que d'autres, mais globalement, comme notre travail est bien structuré, comme on a un plan de match quand on avance, ben, on est capable de baliser nos pas puis d'obtenir des résultats qui sont drôlement plus intéressants. Donc, pour la première phase de cette petite vidéo-là, on a fait le tour. Je vais vous parler dans quelques secondes maintenant de technologies qui vont prendre le pas éventuellement, soit le 5G. Le 5G va avoir des conséquences énormes sur notre environnement parce qu'il va influencer la domotique, c'est-à-dire tous les systèmes programmés intelligents qu'on a à la maison pour ouvrir et fermer les rideaux, remplir le bain, puis éventuellement même prendre la température rectale du bébé. Donc tout ça éventuellement va être intégré
parce qu'on va avoir une capacité de calcul, une capacité d'intelligence qui est supérieure à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il va y avoir un impact aussi au niveau de la médecine parce que maintenant, toutes les opérations qui sont faites à distance vont peut-être être faites, opérées par des robots ou carrément, il va y avoir une assistance avec des outils algorithmiques incroyables qui vont aider les médecins à encore être plus précis dans les opérations qu'ils vont faire. Tout ce qui s'appelle conduite automobile indépendante vont être influencés aussi par ces nouvelles technologies-là. Et évidemment, là, ça va changer nos façons de faire à tous les niveaux. Donc, il y a plusieurs compagnies qui sont des compagnies qu'on doit regarder. On va en parler dans quelques secondes. Et il y a plusieurs sphères sur le marché qui vont être transmutées par cet avènement-là, cet avènement technologique-là qui va changer le visage des choses. Donc, dans quelques secondes, je vous arrive avec les compagnies et on va aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement pour mettre la table, parce qu'éventuellement, on veut être prêt à trader la levée sur ce nouvel environnement-là quand ça va se produire. Actuellement, les prix sont extraordinaires et les compagnies qui vont faire du développement pour le 5G, ben, c'est définitivement des compagnies à suivre. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a en Suède, au Danemark, il y en a un petit peu partout. Nous, on va s'intéresser au principal, tout simplement. Les compagnies qui devraient performer, et quand je dis performer, là, c'est parce que je n'ai pas de terme assez fort, mais évidemment, il y en a plusieurs. Et je vais vous en nommer 5. Donc, la première, c'est Avgo, évidemment. La deuxième, c'est Qualcomm. Il y a Huawei aussi, qui risque d'être très, très, très performante. Il y a ZTE, Ericsson, Nokia. Et on pourrait en rajouter aussi quelques-unes. Là. Mediatek et Samsung, c'est celle que j'avais marquée. Donc, c'est plus que 5, on s'entend. Qualcomm est la plus grosse. C'est une compagnie américaine. Vous comprenez qu'il y a un bras de fer qui se fait actuellement entre les Chinois et les Américains. Et ça risque de jouer assez bas. Il pourrait y avoir une montée des boucliers qui déstabilise le marché et nous offre des opportunités. Donc, il faut être à l'affût de ce qui va se produire entre M. Trump et M. Xi Jinping dans les prochains mois et peut-être même les prochaines années. On sait que les élections américaines arrivent quand même à grands pas, novembre l'an prochain. Actuellement, les démocrates ont une avance certaine, surtout avec les derniers événements dans les rues là, aux États-Unis depuis la mort de M. Floyd. Trump a encore perdu finalement certains alliés. Il a été critiqué par le général Mattis, qui a été dans son administration, qui était reconnu auprès des Marines comme étant quelqu'un de très, très, très solide et respectable. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé là, impliqué directement dans les interventions américaines. Donc, bref, il y a du turmoil, ça se bouscule aux États-Unis et Trump montre quand même assez régulièrement son incapacité à faire face à la situation. Mais il y a une frange aux États-Unis qui continue à le suivre. Cette frange-là, souvent, c'est pas la plus éduquée. À mon sens, c'est pas la plus intelligente. Et si j'insulte des gens, tant pis. Je crois vraiment que les imbéciles sont de son bord. Et ces gens-là, généralement, font des messes en dansant le dimanche et croient pas mal à... On est très, très proche du gris-gris ici. Donc, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous, évidemment, on va regarder ce qui va se produire avec les compagnies dont je vous ai fait la présentation parce qu'on va pouvoir y trouver notre compte éventuellement. Ces compagnies-là, on peut les trader. Évidemment, cette technologie-là du 5G va impacter l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la domotique dans les maisons, je vous ai parlé des smart cities, des autos indépendantes, mais l'intelligence artificielle, c'est évident que les compagnies qui travaillent là-dessus, tout risque de changer. Donc, allez voir et essayez d'établir des listes sur tout ce qui entoure les nouvelles technologies, le 5G. Puis éventuellement, vous allez voir, il va y avoir des startups
Donc, des petites compagnies qui pourraient avoir, à un moment donné, explosé littéralement parce qu'ils vont être en mesure de trouver un petit quelque chose ou être mergés à une plus grande compagnie. Bref, les possibilités sont immenses et on ne peut pas faire sans. Quelqu'un qui ignorerait cette phase de développement-là qui est en action, qui est fonctionnelle en ce moment, ben, il se tirait un peu une balle dans le pied parce que c'est du tout cuit. OK? Concernant, maintenant, on va passer à un autre petit quelque chose, là. Juste vous exposer à quel point la crise, OK, finit par nous toucher. Si on prend, par exemple, en Angleterre, OK, il y a des grandes universités en Angleterre, là. Il y a Oxford, entre autres. Et c'est possible, la London School, Economic School, là, qui est une grande université aussi. Ces hauts lieux de savoir-là, évidemment, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour s'éduquer. Et quand tu es un étudiant de haut plan, on va t'offrir un scholar, on va financer tes études parce qu'on veut t'avoir, puis éventuellement, on va vouloir te conserver. On va t'offrir des conditions gagnantes. Mais il y a des étudiants qui vont aller étudier dans ces institutions-là, qui ne sont pas des étudiants nécessairement en haut de la pyramide, mais qui sont des très bons étudiants. Et quand ils vont aller dans ces grandes universités-là, le prix qu'on va leur demander va être supérieur à celui des Anglais qui iraient se former dans ces grandes institutions-là. C'est comme quelqu'un qui vient à Montréal ici se former à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill. Les prix pour quelqu'un de l'extérieur sont 2-3 fois plus élevés que quelqu'un qui est un local. Parce que l'école, l'université ici pour un Canadien est quand même assez raisonnable. On est très loin d'être comme aux États-Unis. Okay? Donc, nos universités bénéficient de ce genre de financement-là qui vient, c'est un apport étranger qui va venir graisser les rouages. Donc, en Angleterre, il y a beaucoup d'universités qui ne sont pas Oxford ou la London of Economics. Et ces institutions-là, actuellement, ont vu qu'il y avait une baisse drastique dans les demandes. Donc, les gens de l'étranger sont moins intéressés présentement pour différentes raisons à aller se former là-bas. Et ça va impacter énormément au niveau des revenus des universités. Et il y a des universités actuellement qui pourraient frapper le mur. Et en Angleterre, il y a déjà des discussions là, dans l'administration Johnson, à savoir si on allait supporter ces universités-là. Donc, vous voyez, ça, c'est juste pour l'Angleterre, les conséquences qu'il pourrait y avoir sur le plan de la formation par rapport aux étudiants étrangers qui viennent en Angleterre pour apprendre. Donc, la crise va avoir un impact et ça va se compter en millions de dollars, peut-être plus. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Le système universitaire, il est privatisé énormément et ils ont des équipes de sport pour en faire la promotion et tout. C'est un système qui est unique, qui est pas très, très égalitaire. Par contre, il est assez autonome. Et les grandes universités américaines devraient quand même bien s'en sortir. Pour ce qui est des universités canadiennes, on pourrait vivre peut-être un petit peu la même histoire que ce que les Anglais vivent. Parce qu'on a un système de support étatique par rapport à nos universités qui est pas mal plus important que ce qu'on retrouve aux États-Unis, évidemment. Et qui dit support aux universités, qui dit université en santé, dit aussi le système de recherche. Il y a tout un système parallèle qui, à un moment donné, est très, très dynamique, puis favorise l'économie en quelque sorte. Donc, quand l'université est touchée, on touche, dans le fond, à une strate qui appartient à l'élite, puis il y a des répercussions, il y a un ripple effect ensuite qui va toucher différents plans notre société. Et on vit ça actuellement. Et ça, c'est juste un élément, alors qu'il y en a des milliers là, d'éléments négatifs qui vont s'associer les uns aux autres pour éventuellement, probablement, faire baisser la vague sur laquelle on est actuellement. Comme je vous disais, c'est probablement une vague soufflée à l'air. Mais il y a des domaines qui vont malgré tout surperformer. Le domaine du 5G, lui, ne sera pas impacté par cette crise-là. Au contraire. Ça pourrait même activer le travail qu'on effectue dans ces domaines de pointe-là. Il faut essayer de mettre toutes les choses en rapport les unes avec les autres. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Assez de blabla.
On va aller voir un petit peu les graphiques. On va aller voir certaines choses qui pourraient vous intéresser. S'il y a des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Vous allez sur notre site. Vous avez accès à notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous faire des thumbs up, nous écrire des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, sans trop vouloir bouffer de votre temps, on va regarder un graphique. On parlait tout à l'heure des compagnies qui sont porteuses par rapport aux technologies 5G. La plus grosse compagnie américaine, Qualcomm. Donc, on la voit ici en daily. Et on voit qu'il y a eu une progression là, assez fantastique dans les dernières semaines. Vous comprenez bien là, que cette compagnie-là, comme toutes les autres compagnies, a chuté quand même drastiquement quand on a été là, dans les incertitudes de la crise. Et depuis ce temps-là, ben, on a reprogressé. On a passé par une phase ici de stabilité où on était dans le fond dans une phase de Weinstein 1, une phase fondatrice entre une résistance et un support. On a refait des tests. Et à un moment donné, le marché s'est décidé à passer aux choses sérieuses, à l'étape supérieure. On a même eu dans les dernières journées, il y a eu un gap. Et là, on s'est retrouvé finalement à venir rejouer dans ces niveaux-là. Donc, on est à peu près au niveau d'une ancienne résistance, la résistance qu'on avait à l'époque ici. On la retrouve sensiblement ici. Et là, on travaille à l'intérieur d'une chandelle de référence, qui est notre chandelle verte. Et la chandelle rouge ici se débat à l'intérieur de cette chandelle-là. Ça ressemble présentement, si on regarde notre chandelle, vu que le marché est fermé, ça ressemble à un RMI. Un RMI, ça peut être significatif. Ça peut nous donner une alerte sur un renversement potentiel. Et ça ne serait pas impossible qu'après avoir connu une hausse aussi spectaculaire, qu'on ait une espèce de reprise de profit qui nous ferait peut-être refermer le gap pour éventuellement voir le marché se restructurer à la hausse. J'ai l'impression que c'est un scénario qui tiendrait la route. Si on regarde actuellement notre stochastique, on va avoir une idée un peu très succinctement du momentum. Et on voit que ce que je vous dis tient peut-être la route parce qu'on est ici dans une zone qu'on considère comme étant une zone d'overbought. Normalement, l'overbought, l'oversold, je m'y fie plus ou moins avec la RSI, mais avec la stochastique, je le prends en considération. Si on regarde qu'est-ce qui se passe en 4 heures, on voit que c'est aussi la même chose, on voit la consolidation ici avec plus de détails évidemment. Et si on regarde en 1 heure, ben en 1 heure c'est un peu différent. En 1 heure, on a amorcé une petite descente et on est en consolidation et notre stochastique a déjà amorcé la baisse. On a restabilisé et les chances sont, on pourrait avoir un petit mouvement aussi, mais globalement, en 4 heures et en daily, on voit que la force est quand même baissière. Une reprise de profit, c'est pas que le titre est déstructuré, c'est tout simplement que les gens qui ont profité récemment veulent tout simplement reprendre une partie des gains qui ont opéré sur le marché, tout simplement. Donc, ce sont des compagnies, là, particulièrement Qualcomm, c'est des compagnies qui valent la peine d'être observées, qui valent la peine d'être suivies. Vous voyez, là, il y a quelques jours encore, on était dans les 86 $. Là, on est dans les 89 $. Ce sont des compagnies qui éventuellement pourraient valoir des centaines, voire des milliers comme Amazon. Qualcomm, là, le plafond, je ne sais pas où il se situe. Donc, on est peut-être au début de quelque chose. Ça vaut la peine, évidemment, de suivre tout ça. Il faut regarder le graphique en détail pour être capable d'établir les zones où, selon nos stratégies, en fonction de notre budget on peut intervenir. Et là, à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant. Donc, je vous invite à faire votre travail. Partagez-nous les analyses que vous faites et à ce moment-là, moi, je peux vous donner mon point de vue et ça devient un échange dynamique puis ça enrichit notre communauté, les gens qui nous suivent. Donc, merci beaucoup. On se revoit très bientôt dimanche avec mon ami Jonathan Sauvé, qui est un bonhomme qui est impliqué dans les banques. C'est quelqu'un actuellement qui
qui travaille au niveau de sa formation CFA. Et on va avoir une discussion où un de nos partenaires va nous poser des questions, des positions usuelles qui nous sont souvent posées, et on va essayer d'y répondre le plus honnêtement, avec le plus de transparence possible. Et thumbs up, thumbs up, thumbs up, on en a besoin. Venez nous visiter à l'école, faites-nous des appels, lâchez pas. On est dans un moment extraordinaire pour le trading. Si vous êtes patient, si vous travaillez intelligemment, vous allez en profiter. Donc oui, il y a moyen de vivre du day trading, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Les vendeurs de rêves là, qui vous vendent n'importe quoi, n'importe comment, ont plus avantage à faire grossir leur portefeuille que le vôtre. Mais quand vous avez une démarche qui est balisée, qui est solide, bien, vous êtes un peu comme un athlète qui éventuellement va atteindre des sommets parce qu'il y a eu un plan de match. C'est rationnel, non? Donc, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt.